Salut à tous et bienvenue sur UFC Analyse et Pronostic, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Aujourd'hui au programme on va traiter l'UFC 315, Muhammad versus Della Maddalena et récap l'UFC On ESPN 67, Sandhagen versus Figueiredo. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines pronos, à laisser un pouce en l'air si le contenu vous plaît et un commentaire, je vous réponds toujours avec plaisir. Toujours un grand remerciement à ceux qui partagent mes vidéos, merci pour votre soutien les amis. Retrouvez également tous les tickets gagnants des pronostics sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook. Les liens sont dans la description de la chaîne. Les amis, n'oubliez pas que vous pouvez suivre la chaîne de qualité qui traite de l'actualité chaque semaine, Moment MMA. Il est aussi sur les réseaux et plus récemment sur Patreon. N'hésitez pas à aller soutenir son travail. Pour l'UFC On ESPN 67, on retrouvait 6 combats sur la carte principale. En première catégorie lightweight, Mason Jones a dominé Jeremy Stephens dans un combat assez disputé où l'Américain s'est incliné par décision unanime. Ensuite, catégorie bantamweight, Serray Sidey a battu Cameron Smotherman dans un combat peu spectaculaire. L'Américain trop juste et en manque d'agressivité a clairement perdu les deux premiers rounds. Son réveil tardif dans le troisième round ne changera pas la donne et il s'incline par décision unanime face au Canadien. Après, catégorie bantamweight, Montel Jackson a donné sa première défaite en carrière au Péruvien Daniel Marcos. Grâce à son striking et à sa très bonne défense contre la cage, il gagne ce combat lui aussi à la décision unanime. En quatrième combat, catégorie welterweight, Daniel Rodriguez a battu Santiago Ponzinibbio par KO technique dans le troisième round. Dommage pour l'Argentin qui, après avoir perdu le premier round, avait réussi à gagner le deuxième et en étant plus actif, mais une grosse frappe l'a envoyé au tapis dès le début du troisième round, obligeant l'arbitre à mettre fin au combat. Ensuite, en co-main event catégorie middleweight, Runner Derrider a totalement dominé le lutteur américain Bonical dans tous les domaines avant de le toucher durement avec son genou et de le terminer par KO technique. Victoire impressionnante du Hollandais qui s'impose pour la troisième fois de suite avec un finish. En revanche, dure défaite pour Nical qui se voyait peut-être plus fort qu'il ne l'est en réalité. Et en main event, catégorie bantamweight, Cory Sandhagen a surclassé l'ancien champion flyweight en striking comme en grappling avant de le terminer avec des frappes au sol. Superbe victoire pour l'Américain contre un Brésilien qui avait l'air un peu à côté de ses pompes. On termine donc à 3 sur 6, petite prise de risque avec Cameron Smotherman qui n'est pas passé malheureusement. Ponzinibbio a perdu ce duel de vétérans, mais la surprise a été la défaite de Nical qui va devoir tout recommencer à zéro pour espérer atteindre le top 15 dans les années à venir. L'UFC 315, Muhammad versus Della Maddalena, se tiendra le 10 mai, dans la nuit du samedi au dimanche, et on retrouve 5 combats à la carte principale. Et on retrouve en premier combat, catégorie lightweight, Benoît Saint-Denis contre Kyle Prepolec. Saint-Denis, il est français, il a 29 ans, 13 victoires pour 3 défaites. Sur les 13 victoires, 4 finishes par KO ou KO technique et 9 soumissions. Pour les 3 défaites, il a perdu 2 fois par KO ou KO technique et 1 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par KO technique au mois de septembre 2024 contre Renato Moicano. Il est donc opposé à Kyle Prepolec. Prepolec, il est canadien, il a 35 ans, 18 victoires pour 8 défaites. Sur les 18 victoires, 10 finishes par KO ou KO technique, 4 soumissions et 4 décisions. Pour ses 8 défaites, il a perdu 2 fois par soumission et 6 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire au BTC par KO technique au premier round. Pour l'allonge, on retrouve une allonge de 1m85 pour le français contre une allonge de 1m78 pour le canadien. Pour les cotes, on retrouve énorme favori le français avec une cote à 1,07 et une cote à 6,75 pour le canadien. Alors Saint-Denis, c'est un striker agressif et explosif, connu pour sa pression constante, ses coups de pied puissants au corps et à la tête et sa capacité à encaisser pour mieux submerger ses adversaires. Bien qu'encore perfectible techniquement, il compense par un engagement total et une volonté de finir ses combats rapidement, comme en témoignent ses nombreuses victoires avant la limite. Prepolec, lui son striking est inspiré de Donald Cerrone ou encore de Mirko Cro Cop. Il combine des frappes puissantes avec des coups de pied à la tête précis et une grosse pression sur ses adversaires. Bien qu'il ait été parfois critiqué sur son manque d'agressivité, il travaille à augmenter son volume de frappe et à maintenir une pression soutenue, visant à devenir un striker impitoyable et sans relâche. Au sol, Benoît il possède un niveau d'élite en lutte et en grappling, fruit d'une formation rigoureuse en jiu-jitsu brésilien sous la tutelle de Christophe Savoca. Ceinture marron et champion de France en 2019 avec et sans kimono, il excelle dans les renversements et le contrôle au sol avec 9 de ses 13 victoires professionnelles obtenues par soumission, notamment grâce à des étranglements efficaces et un jeu en position dominante. Kyle, lui, possède une base correcte en lutte et en grappling, avec 4 victoires par soumission et une expérience en lutte au lycée. Mais face à des adversaires solides, il a montré des lacunes défensives, comme lors de sa défaite contre Austin Hubbard, qui a su exploiter ses faiblesses au sol. Je pense que ce combat va démarrer fort en striking et va sûrement finir au sol.
Benoît va chercher à mettre le Canadien sur le dos. Prepolek, lui, va tenter de rester debout et chercher le finish par KO. Alors Benoît qui reste sur 2 grosses défaites en 2024, il a envie de performer et de marquer les esprits avec une victoire dominante. Il a changé de coach, il a rejoint Nicolas Hoth, il s'entraîne désormais avec Nassourdine Imavov. Alors ça laisse toujours des doutes sur quelle approche il va adopter et comment il va démarrer ce combat. Le Canadien, lui, il avait raté son passage à l'UFC en 2019 avec 2 défaites contre Austin Eubard, j'en parlais plus tôt, et contre le Canadien Nordin Taleb. Il est aujourd'hui sur 3 victoires avec 3 finishes par KO, mais le niveau d'adversité auquel il a fait face n'a rien à voir avec le top 15 de l'UFC. Il va clairement tenter sa chance face aux Français, mais je pense que Benoît peut le dominer au sol, mettre une grosse pression et trouver le finish avant la limite. Alors les chances de l'emporter pour Kyle seraient de réussir à rester debout et peut-être à trouver la faille en striking face au jeu ouvert de Saint-Denis, mais je pense qu'il peut aussi se faire submerger par le volume du Français et ne pas réussir à trouver sa distance, et surtout à s'exprimer comme il le souhaite. Alors ça reste un peu risqué, car Benoît a tout à perdre en acceptant ce combat, mais je pense qu'il peut gagner et avec la manière. Je vous conseille donc de choisir le Français Benoît Saint-Denis, mais la cote est si basse que ce sera uniquement pour le mettre dans un combiné. On retrouve ensuite en deuxième combat, catégorie flyweight, Alexa Grasso contre Natalia Silva. Grasso, elle est mexicaine, elle a 31 ans, 16 victoires pour 4 défaites. Sur les 16 victoires, 4 finishes par KO ou KO technique, 2 par soumission et 10 décisions. Pour ces 4 défaites, elle a perdu une fois par soumission et 3 fois par décision. Son dernier combat, c'est sa défaite par décision unanime au mois de septembre 2024 contre Valentina Shevchenko. Elle est donc opposée à Natalia Silva. Silva, elle est brésilienne, elle a 28 ans, 18 victoires pour 5 défaites. Sur les 18 victoires, 5 finishes par KO, KO technique, 7 soumissions et 6 décisions. Pour les 5 défaites, elle a perdu une fois par KO technique, 2 fois par soumission et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime au mois de septembre 2024 contre Jessica Andrade. Pour l'allonge, on retrouve une allonge de 1m68, du coup pour la mexicaine, contre une allonge de 1m65 pour la brésilienne. Pour les cotes, on retrouve favori Natalia Silva avec une petite cote à 1,36 et une grosse cote à 2,92 pour Alexa Grasso. Alors Grasso, c'est une boxeuse technique et disciplinée. Elle utilise des combinaisons rapides de 3 ou 4 coups, notamment le jab, le cross ou le crochet gauche, tout en maintenant sa tête hors de l'axe pour éviter les contres. Son style offensif, il repose sur un volume élevé de frappe et une excellente condition physique, bien qu'elle manque de puissance de KO et qu'elle soit vulnérable au low kick en raison de son appui prononcé sur la jambe avant. Silva, elle, c'est une spécialiste du striking, combinant un style explosif hérité du taekwondo avec une grande variété de coups, notamment des jabs précis, des crochets du gauche et des kicks en tout genre qu'elle enchaîne avec fluidité. Grâce à son jeu de jambes dynamique et sa capacité à maintenir la distance, elle domine ses adversaires à longue portée, comme en témoignent ses performances contre Jessica Andrade et Viviana Rojo, où elle a imposé son rythme et sa précision tout au long des combats. Alors Alexa, elle a développé un grappling solide avec 2 victoires par soumission en carrière, dont un étranglement arrière qui lui a valu le prix de la soumission de l'année, mais elle reste vulnérable face à des lutteuses d'élite, comme l'a montré sa défaite face à Valentina, qui l'a dominé le combat grâce à sa lutte et ses contrôles au sol. Natalia, elle possède une base solide en jiu-jitsu brésilien, avec 7 victoires par soumission en carrière, principalement par clé de bras. Cependant, à l'UFC, elle privilégie un style de combat axé sur le striking, avec peu de tentatives de mise au sol, bien qu'elle affiche une défense contre les takedowns exceptionnelle de 91,7%. Alors je pense que Grasso va tenter d'amener la brésilienne au sol pour la contrôler et marquer des points. Silva, elle, va sûrement beaucoup se déplacer, prendre le centre de l'octogone, mettre de la pression pour s'imposer grâce à son striking. Alors l'ancienne championne, elle revient d'une défaite où elle s'est fait complètement dominer au sol et n'a affronté que Valentina Shevchenko depuis 3 ans. Le mental en aura certainement pris un coup, elle aura la pression de devoir absolument l'emporter. La dernière défaite de la brésilienne, elle, remonte à 2017. Depuis, elle a enchaîné 12 victoires d'affilée, battant notamment l'ancienne championne Jessica Andrade lors de son dernier combat. Donc je pense qu'elle sera en confiance totale samedi soir. Alors je suis pas certain que le game plan de la mexicaine fonctionne sur Silva. Elle risque de se retrouver coincée face à la défense en lutte excellente de son adversaire et elle va devoir striker avec une combattante meilleure qu'elle. Même si elle réussit à mettre la brésilienne sur le dos, je suis pas certain qu'elle parvienne à capitaliser dessus et même à faire des dégâts ou encore même à la soumettre, tout simplement. Donc ça reste un combat tout de même très serré et il y a un enjeu très important, mais je vous conseille de choisir Natalia Silva, mais aussi de rester raisonnable. On retrouve ensuite en troisième combat, catégorie bantamweight, José Aldo contre Ayman Zahabi. Aldo, il est brésilien, il a 38 ans, 32 victoires pour 9 défaites. Sur les 32 victoires, 17 finishes par KO technique, une seule par soumission et 14 décisions. Pour ces 9 défaites, il a perdu 4 fois par KO technique, une fois par soumission et 4 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par split decision au mois d'octobre 2024 contre Mario Bautista. Il est donc opposé à Ayman Zahabi. Zahabi, il est canadien, il a 37 ans, 12 victoires pour 2 défaites.
Sur les 12 victoires, 6 finishes par KO technique, 2 soumissions et 4 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu une fois par KO technique et une fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime au mois de novembre 2024 contre Pedro Munoz. Pour la longe, on retrouve une allonge de 1m78 pour le Brésilien contre une allonge de 1m74 pour le Canadien. Pour les cotes, on retrouve favori le Brésilien José Aldo avec une cote à 1,40 et une cote à 2,73 pour Ayman Zahabi. Alors Aldo, c'est un striker d'élite qui combine vitesse, précision et puissance avec un excellent contrôle de la distance. En boxe, il se distingue par son jab incisif, ses combinaisons sont nettes et il a une défense solide, notamment grâce à son jeu tête et ses déplacements. Zahabi, lui, son striking, il est précis et méthodique, il a un jab efficace, une excellente gestion de la distance et un sens très affûté du contre. Il a également démontré une puissance de frappe avec des victoires par KO au premier round, illustrant sa capacité à finir ses adversaires rapidement. José, il a une défense en lutte très solide, ce qui le rend difficile à l'amener au sol, en témoigne son combat contre Merab Dvalishvili. En grappling, il est technique et dangereux, mais il préfère généralement rester debout plutôt que de chercher la soumission. Ayman, lui, il est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, il a remporté 3 de ses combats par soumission, démontrant une base solide en grappling. Sa lutte défensive peut être son point faible, mais son affiliation au Tristar Gym, réputé pour son entraînement en lutte, laisse penser qu'il s'entraîne dur et qu'il a dû progresser. Alors je pense que le combat va se dérouler principalement debout, les 2 combattants vont chercher le finish par KO ou à simplement dominer son adversaire, un passage au sol me semble très peu envisageable. Alors Aldo il reste sur 2 défaites sur ses 3 derniers combats, mais c'était contre le champion Merab en 2022, et son dernier combat contre Bautista, pour moi le Brésilien méritait la victoire, il s'est fait voler par les juges incompétents. Alors il est toujours en forme à 38 ans, et je pense qu'il le saura samedi soir et qu'il viendra bien préparé. Le Canadien, lui, il n'a pas perdu depuis 2019 et ses 2 seules défaites étaient lors de son arrivée à l'UFC. Depuis, il a enchaîné 5 victoires d'affilée. Il a battu des gros noms comme Ricky Turcios et Pedro Munoz. Alors, il sera à domicile et je pense qu'il peut rivaliser en striking avec le Brésilien, mais je ne suis pas certain qu'il puisse prendre le dessus. Aldo, il a le double en expérience et ils n'ont qu'un an d'écart. Et il n'aura pas l'avantage donc de la vitesse et du cardio non plus face à un ancien champion qui fera son 42e combat. Je pense que si Aldo il reste concentré, qu'il applique son game plan à la lettre, il devrait pouvoir dominer le Canadien avec ses déplacements et conserver sa distance de frappe nécessaire pour faire des dégâts. Alors ça reste assez serré, mais je penche plus en faveur de l'expérience et du mental à toute épreuve du Brésilien. Je vous conseille donc de choisir José Aldo, mais prudence, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et on retrouve ensuite en co-main event combat pour la ceinture flyweight entre la championne Valentina Shevchenko et la française Manon Fiorot. Alors Shevchenko, elle vient du Kyrgyzstan, elle a 37 ans, 24 victoires pour 4 défaites. Sur les 24 victoires, 8 finishes par KO au KO technique, 7 par soumission et 9 décisions. Pour ces 4 défaites, elle a perdu une fois par KO technique, une fois par soumission et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime au mois de septembre 2024 contre Alexa Grasso. Elle est donc opposée à Manon Fiorot. Fiorot, elle est française, elle a 35 ans, 12 victoires pour une seule défaite. Sur les 12 victoires, 6 finishes par KO au KO technique et 6 décisions. Sa seule défaite, elle a été par décision. Son dernier combat, c'est sa victoire par décision unanime au mois de mars 2024 contre Erin Blanchfield. Pour la longe, on retrouve une allonge de 1m66 pour la russe contre une allonge de 1m68 pour la française. Pour les cotes, on retrouve favori Manon Fiorot avec une cote à 1,64 contre une cote à 2,15 pour la championne Valentina Shevchenko. Alors Shevchenko, c'est une combattante d'élite en striking avec un palmarès impressionnant de 56 victoires en kickboxing et en muay thai, et une réputation de contre-attaque précise et technique. En boxe, elle détient un bilan professionnel de 2 victoires sans défaite, ce qui complète son arsenal debout déjà assez redoutable. Fiorot, elle, c'est une spécialiste du striking, formée dès l'enfance au karaté, puis au muay thai et au kickboxing, disciplines dans lesquelles elle a remporté plusieurs titres nationaux. Son style debout est puissant et précis, comme en témoignent ses 6 victoires par KO technique en MMA. Alors Valentina, elle a une base solide en judo, elle est ceinture noire, et elle a un grappling plutôt efficace. Elle a démontré sa capacité à dominer ses adversaires, notamment lors de sa victoire contre Grasso à l'UFC 306, où elle a utilisé une stratégie axée sur la lutte et le contrôle au sol pour remporter le combat. Manon Fiorot, elle affiche une défense en lutte remarquable, avec un taux de défense à 91%, grâce à un sprawl puissant et une gestion efficace de la distance, rendant difficile pour ses adversaires de l'amener au sol. Bien qu'elle soit ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, elle a privilégié le contrôle au sol et le grand handpound plutôt que les soumissions, n'en ayant ni tenté ni subi à l'UFC. Alors je pense que la Russe va chercher à mixer avec sa lutte et tenter de reproduire ce qu'elle a fait contre Alexa Grasso, mettre la française sur le dos et contrôler le combat. Manon, elle va gérer sa distance, mettre de la pression et éviter à tout prix d'aller au sol. Alors Valentina, elle a réussi à récupérer sa ceinture et à prendre sa revanche après le match nul. Et à 37 ans déjà, la championne, elle va tenter de défendre la ceinture pour la 8e fois.
Manon, elle est toujours invaincue à l'UFC, sa seule défaite remonte à son premier combat en 2018. Je pense que la confiance de la Française sera au top, chargée à bloc, sûre et consciente de son niveau. Elle est sur 7 victoires à l'UFC, elle a accroché à son tableau une ancienne championne, Rose Namajunas. Elle a battu la challengeuse invaincue à l'UFC, Erin Blanchfield. Alors si Manon a réussi à éviter d'aller au sol, elle peut imposer son striking grâce à ses déplacements et prendre le dessus sur la Russe. Mais si Valentina a réussi à neutraliser la boxe de Manon et qu'elle parvient à la mettre sur le dos, elle peut dominer une partie du combat, égrener le temps et remporter l'affrontement de cette façon. Alors c'est encore un combat très serré et ça va être le combat le plus difficile pour la Française. L'expérience est du côté de la championne, mais je pense que Fiorot peut réussir à s'imposer. Je vous conseille donc de choisir la Française Manon Fiorot, mais restez raisonnable car tous les scénarios sont possibles. Et on retrouve en main event combat pour la ceinture welterweight entre Belal Muhammad et Jack Della Maddalena. Muhammad, il est américain, il a 36 ans, 24 victoires pour 3 défaites. Sur les 24 victoires, 5 finishes par KO technique, une soumission et 18 décisions. Pour ces 3 défaites, il a perdu une fois par KO et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est sa victoire par décision unanime au mois de juillet 2024 contre Leon Edwards. Il est donc opposé à Jack Della Maddalena. Maddalena, il est australien, il a 28 ans, 17 victoires pour seulement 2 défaites. Sur les 17 victoires, 12 finishes par KO technique, 2 soumissions et 3 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu une fois par KO et une fois par soumission. Son dernier combat, c'est sa victoire par KO au 3ème round au mois de mars 2024 contre Gilbert Burns. Pour la longe, on trouve une allonge de 1m83 pour le champion, contre une allonge de 1m85 pour le challenger. Pour les cotes, on retrouve favori Belal Muhammad avec une cote à 1,48 et une cote à 2,48 pour l'Australien. Alors Muhammad, il possède un striking fonctionnel mais peu spectaculaire, misant davantage sur le volume, la pression constante et la gestion de la distance que sur la puissance ou la technique pure en boxe. Son niveau, il est solide défensivement avec un bon jab et un déplacement intelligent, même s'il s'appuie surtout sur son cardio. Maddalena, lui, c'est un striker très technique et offensif, doté d'une excellente boxe avec un jab très précis, des combinaisons fluides et une gestion de la distance remarquable. Il excelle dans les échanges à mi-distance grâce à son timing, ses esquives subtiles et sa capacité à casser le rythme de ses adversaires. Alors Belal, il possède une lutte très solide qu'il utilise stratégiquement pour contrôler ses adversaires contre la cage, obtenir des takedowns et dicter le rythme du combat. Son grappling, il est efficace, surtout en position dominante, avec une bonne défense de soumission et un grand contrôle solide, bien qu'il ne soit pas particulièrement connu pour finir ses adversaires au sol. Jack, il a montré une lutte défensive en amélioration, capable de défendre les takedowns grâce à un bon équilibre, mais reste vulnérable face aux lutteurs de haut niveau. En grappling, il est résilient et difficile à soumettre, avec une bonne capacité à se relever, mais son jeu au sol reste moins développé comparé à son striking. Alors je pense que le champion va tenter d'imposer son rythme et de casser la distance pour pouvoir mettre la main sur l'Australien et l'amener au sol. Maddalena, lui, va se déplacer et chercher à s'imposer grâce à son striking et à ne pas se faire coincer contre la cage ou à se faire takedown. Alors Belal, il est sur 11 combats sans défaite avec 10 victoires. Il a battu de grands noms comme Stephen Thompson, Vicente Luque. Il a infligé la première défaite à Sean Brady et il a totalement dominé Gilbert Burns et Leon Edwards. Le champion, il est en pleine confiance. Il est sûr de ses capacités face aux meilleurs strikers ou lutteurs de la catégorie welterweight. Jack, lui, il est sur 8 victoires d'affilée en comptant son combat au Dana White Contender avec 5 finishes. Il a montré contre Burns qu'il pouvait être dominé mais pas battu. Il a un mental en acier et il est très solide. Alors je pense pas que Muhammad pourra le dominer en striking. Je pense que le champion va devoir mixer pour pouvoir déjouer la boxe et les déplacements de l'Australien. Même s'il a battu Burns, Jack, il a montré qu'il était encore fébrile face à la lutte de très haut niveau. Il a passé du temps sur le dos avant de réussir à trouver le finish. Il était dominé par Burns et c'est sa solidité physique qui lui a permis de tenir bon face aux attaques du Brésilien. Alors je pense qu'il peut réussir à résister aux tentatives d'amener au sol de Belal, mais j'ai des doutes sur sa capacité à le faire pendant 5 rounds. Il a un bon cardio, mais je donne l'avantage à Muhammad qui a déjà démontré à plusieurs reprises à quel point il était infatigable. Alors je pense que ce combat va être extrêmement disputé, la résistance de Jack elle sera mise à l'épreuve et Belal il n'aura pas le droit à l'erreur. Alors si Della Maddalena il parvient à se relever à plusieurs reprises et réussit à obliger le champion à boxer, il peut réussir à prendre l'avantage et même à trouver le finish par KO. Alors c'est un combat plus serré que ce que les codes veulent nous laisser penser et je suis vraiment partagé sur le résultat, mais je penche légèrement en faveur de Belal qui a plus d'expérience, qui a affronté de plus grands noms et même si son style est chiant, il est redoutablement efficace. Donc je vous conseille de choisir Belal Muhammad, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, faites très attention. Voilà les amis, on en a terminé. J'espère que ces pronos vont être les bons, qu'il ne va pas y avoir de changement de dernière minute comme très souvent. Si cela se produit, je le mettrai comme d'habitude en commentaire épinglé. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour traiter l'UFC Fight Night 256 Burns vs Morales. On aura également sur la carte principale Paul Craig contre Rodolfo Bellato.
Sodiq Youssouf contre Myron Santos et Dustin Stolfus contre Nursulton Ruziboev. Il me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs. C'est dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bien entendu interdit aux moins de 18 ans. Et si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous!